Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à l'intéressement. L'intéressement, un outil simple à la main du chef d'entreprise. Je suis Olivier Dupetit, responsable de l'ingénierie sociale au sein du CIC Sud-Ouest et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Véronique Stouvenel, responsable juridique au sein de Crédit Mutuel Épargne Salariale. Véronique, bonjour et bienvenue. Bonjour Olivier, merci pour ton accueil. Alors nous serons ravis de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser à l'issue de ce webinaire et vous invitons dès à présent à nous les faire remonter via la messagerie instantanée que vous avez sur la partie droite de votre écran. Mais revenons à notre sujet du jour et commençons, si vous le voulez bien, par un bulletin météo. Notre environnement économique est fortement déstabilisé depuis 2 ans. En effet, après une pandémie mondiale qui a impacté notre organisation du travail et probablement influé sur les priorités de chacun, nous avons connu une reprise avec une tension inflationniste exacerbée depuis la crise ukrainienne. Il semble que nous nous trouvions aujourd'hui face simultanément à des revendications fortes des salariés en termes de pouvoir d'achat d'une part, et de sociétés ayant peine à recruter et même fidéliser leurs salariés d'autre part. Dès lors, Véronique, comment un dirigeant peut-il conjuguer hausse des rémunérations, allègement des pressions fiscales et sociales, besoin de conserver et attirer des talents en vue d'améliorer la performance de l'entreprise sans pour autant s'engager dans le dur et dans la durée? Une bonne question, avec beaucoup d'attentes d'ailleurs dans la question. Alors effectivement, l'intéressement est un élément de rémunération collectif qui est exonéré de charges sociales et qui permet un versement de primes lors de la réalisation de ses objectifs. À ce titre, ça va répondre, je pense, à tes différentes questions. Première question qui portait sur le pouvoir d'achat. L'intéressement étant collectif, les salariés vont pouvoir recevoir tous une prime annuelle ou trimestrielle. Ce ne sera donc pas des primes pour seulement certains salariés, mais bien pour tous. Autre point, c'est le fait que c'est un élément de rémunération exonéré de charges sociales qui, dans des périodes de difficultés, de perspectives économiques, dans le contexte que tu venais de préciser, eh bien, va permettre de verser des primes sans charges sociales et aussi qui sont conditionnées à la réalisation d'objectifs, comme je le disais, et qui n'en font pas un avantage acquis. Autre point et dernier point, c'est le fait que, couplé à un plan d'épargne d'entreprise, l'intéressement, lorsqu'il est épargné, va permettre de fidéliser les salariés. Vous me direz pourquoi ? Tout simplement parce que l'intéressement, lorsqu'il est épargné, n'est pas consommé tout de suite et donc n'est pas oublié tout de suite. Et à ce titre, le salarié se constitue un capital qui ne se serait pas constitué sans son entreprise. Et le fait de l'avoir en compte lui rappelle que c'est son entreprise qui lui a permis de se constituer cette épargne. Mais Véronique, si je me réfère à la définition du Larousse, l'intéressement est le mode de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise. Il me faudrait déjà avoir résolu les problèmes cités précédemment, non? Oui, je suis d'accord que pour verser de l'intéressement, faut-il gagner de l'argent et faire du résultat. Pour autant, alors j'aime pas tellement la terminologie, mais ce qui est intéressant dans l'intéressement, c'est que le fait de mettre en place des objectifs, par exemple de qualité, de productivité, va permettre de générer de l'amélioration de la performance et du coup de redistribuer la performance et les résultats obtenus. Alors il y a différentes façons de le faire et pour impliquer les salariés et générer et motiver les salariés dans cette amélioration des performances, il est possible de mettre des objectifs sur des services, sur des établissements pour avoir des objectifs au plus près de l'activité des salariés. Par ailleurs, c'est un élément de rémunération qui se met en place dans le cadre d'un contrat entre l'entreprise et les salariés ou leurs partenaires sociaux. C'est donc dans le cadre d'un échange et d'une relation gagnant-gagnant que l'on met en place ce dispositif. Mais cela ressemble fort à la participation, qui toujours selon le Larousse est l'ensemble des mesures destinées à intéresser les membres du personnel à leur entreprise et à la vie économique, ainsi qu'à favoriser l'établissement de rapports de confiance entre les salariés et les employeurs. Ah, tout à fait, ce sont des dispositifs tout à fait très proches, l'intéressement et la participation, et qui se sont d'autant plus rapprochés qu'il y a eu des modifications législatives et réglementaires ces dernières années. Pour autant, l'intéressement se caractérise par une plus forte souplesse à différents titres. D'abord, ça se met en place dans différentes tailles d'entreprises et c'est un dispositif facultatif. On va des entreprises de 1 à plusieurs centaines de milliers, bon, on n'a pas tant que ça avec plusieurs centaines de milliers, mais en tout cas avec un minima un salarié. C'est un dispositif qui se met en place pour une durée allant de 1 à 3 ans,
par tacite reconduction ou pas. Et enfin, c'est un dispositif avec des objectifs, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont mis en place au sein de l'entreprise, contrairement à la participation, qui, je le rappelle, est un dispositif, lui, obligatoire, et avec une formule de calcul qui n'est pas nécessairement des plus simples à comprendre. Les objectifs dans le cadre de l'intéressement sont construits par l'entreprise. Il y a seulement 3 contraintes. Ils doivent être collectifs, puisque, je l'ai dit, c'est un dispositif collectif. Ils doivent être quantifiables et ils doivent être aléatoires. Ce n'est pas un avantage acquis, on l'a effectivement déjà dit. Alors c'est amusant, car ces dispositifs qui semblent récents me semblent issus de réflexions pourtant de très longue date. De Gaulle, en 1948, parlait de contrat de société, passé entre tous les éléments qui participent et qui s'engagent les uns vis-à-vis des autres. Les types de contrats étant naturellement divers selon la nature et la dimension des entreprises. Il citait même que les préoccupations du garage Victor n'étaient pas les mêmes que celles de Renault à l'époque. L'association avait pour effet technique de pousser tous les producteurs ensemble à améliorer la productivité et le rendement. Alors effectivement, c'est un dispositif, l'intéressement, qui a été poussé par De Gaulle, et c'est d'ailleurs le premier, la participation a été le deuxième dispositif. Ce sont des dispositifs très anciens, mais qui, concernant l'intéressement, a été mis au goût du jour avec différentes mesures incitatives pour amener les entreprises à mettre en place ces dispositifs. Les dernières dispositions qui ont maintenant quelques années, mais qui restent intéressantes, c'est cette suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise verse 100, cela lui coûte 100. Autre point pour inciter les entreprises et faciliter la mise en place, c'est le fait, lorsque l'on met en place pour la première année un accord d'intéressement, et la première fois, c'est de pouvoir le mettre en place par décision unilatérale et pas nécessairement le négocier, de façon à ce que la direction appréhende le dispositif. Autre point, c'est cette durée variable que j'évoquais. Donc, un certain nombre de dispositions qui sont là aujourd'hui pour inciter et aider les entreprises à mettre en place ces dispositifs d'intéressement, même si, comme tu l'évoquais, Olivier, ce sont des dispositifs anciens. Alors, aujourd'hui, concernant la modalité de mise en place, les questions qu'il est important de se poser quand on met en place un accord d'intéressement, c'est de se dire sur quel point je peux m'améliorer, sur quel point je peux faire des économies. Tout à l'heure, je disais que c'était un dispositif qui, finalement, peut s'autofinancer. Effectivement, si je trouve des critères qui permettent d'améliorer la performance, je vais pouvoir dégager du résultat que je vais partager. Et à ce titre, on rentre dans une relation gagnant-gagnant avec les salariés. Je dégage de la performance, je la redistribue. À titre d'exemple, on a différentes matières, par exemple d'économie. Quand on regarde le transport routier, eh bien, il est possible souvent de faire des économies sur la baisse des coûts de réparation des véhicules ou la baisse de la consommation du carburant par une conduite peut-être un peu moins sportive, si je puis dire, même si, bon, si c'est un 33 tonnes ou je ne sais combien de tonnes, bon, voilà. Sinon, on peut avoir un accroissement du chiffre d'affaires, on peut avoir dans des sociétés de production des baisses donc du taux de rebut qui va générer de l'économie que l'on va redistribuer ou des baisses du taux d'accident du travail. Bon, il faut réfléchir en fait aux critères que l'on peut améliorer dans la société pour ensuite les mettre en place avec je dirais l'accord des salariés. C'est peut-être pas le terme accord qu'il faut utiliser, mais l'adhésion des salariés. Mais est-ce que ça peut ne pas sembler trop complexe? Et n'est-ce pas une des raisons principales pour lesquelles les PME et les TPE sont les moins équipées? Toutes ne peuvent pas se permettre de disposer de services RH et de direction des ressources humaines complètes. Et si tu le veux bien, on peut regarder les statistiques de la DARES. Sur les dernières sorties, datant sur l'exercice 2019, sur 18 millions de salariés du secteur marchand privé, 3,3 sont dans des entités de moins de 10 salariés, donc ce qu'on appelle les TPE. Seuls 3,5% d'entre eux bénéficient d'un accord d'intéressement, quand bien même ils sont 11,5% sur le segment des 10-49 et 22,5% pour le segment des 50-100 salariés. Il faut atteindre le seuil des 250 salariés pour arriver à un taux d'équipement de 50% et plus. N'est-ce pas la preuve que c'est que pour les grosses boîtes? Alors,
C'est souvent l'image que l'on en a, hein. L'intéressement, c'est compliqué à mettre en place, c'est onéreux. Alors, je vais revenir sur les différents critères. C'est compliqué, c'est onéreux. Alors, on l'a vu hein, tout à l'heure, par le biais d'objectifs bien étudiés, c'est un dispositif qui peut s'autofinancer. Donc, à ce titre, on répond à une première problématique. Autre point, je l'ai déjà dit, c'est cette exonération de charges sociales qui fait que, comme je le disais, 100 ou 1000 euros, ça ne coûte pas plus à l'entreprise. Dernier point qui est important également, hein, c'est le fait de mettre en place un accord d'intéressement dans une politique de rémunération. C'est pas toujours, ça ne vient pas en substitution d'une rémunération existante. Bon, la loi ne le permet pas déjà, mais l'objectif, ne serait-ce que pour répondre, comme on le voyait tout à l'heure, à la problématique de pouvoir d'achat, c'est de verser plus. Pour autant, ça peut venir en substitution des augmentations de salaire futures, quelque part. Et comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un avantage acquis. Et ça, c'est important, puisque l'entreprise, avec le temps, si elle conserve le dispositif, et c'est souvent le cas pendant de nombreuses années, l'enveloppe d'intéressement va être plus conséquente parce que ça va faire partie intégrante de la politique de rémunération. Mais pour autant, ça deviendra une variable d'ajustement parce que dans les périodes difficiles de crise économique que l'on a pu rencontrer, eh bien, ces primes ne seront pas, ou en tout cas ou seront moins versées en volume, ce qui va permettre à l'entreprise d'adapter sa politique de rémunération au contexte économique. Ça, c'est sur l'aspect financier. Sur l'aspect facilité de mise en place. En fait, vous pouvez être aidé dans la mise en place de ces accords par des banques, hein, comme le CIC, mais aussi par vos experts comptables qui vont vous aider dans la mise en place des accords. Il n'y a pas nécessairement donc besoin d'avoir une structure RH pour les mettre en place. Et dans la volonté qu'a le législateur aujourd'hui d'aider les entreprises à mettre en place ces dispositifs, si vous allez sur le site de l'URSSAF ou celui du ministère du Travail, vous trouverez des maquettes types d'accords d'intéressement. Autre point, donc, dans le contexte aidant à la facilité, hein, c'est aussi le fait que, depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut trouver des formules de calcul où on implique les salariés, c'est vrai, mais il est aussi possible, et ça fonctionne bien, de mettre en place des accords d'intéressement sur du résultat courant avant impôt, sur du résultat net, des critères qui sont finalement très simples à mettre en œuvre. Les questions à se poser dans ce cas-là, c'est de se dire, à partir de quand je peux donner ? Une fois que j'ai rémunéré mon actionnaire, une fois que j'ai rémunéré, que j'ai mis de l'argent de côté pour mes investissements. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir donner à mes salariés. Donc, c'est se poser ces questions-là pour se dire à partir de quand je peux donner et ensuite se poser la question de dire combien je veux donner. Une fois qu'on s'est fixé l'enveloppe, eh bien, il faut définir les critères de répartition de cette enveloppe auprès des salariés. Là, c'est finalement assez simple, le législateur va vous aider, il n'y en a que 3. Donc, une première, c'est la répartition uniforme. Alors, personnellement, j'aime pas beaucoup, je trouve ça assez injuste, puisque le principe, c'est de prendre l'ensemble des salariés bénéficiaires et de diviser l'enveloppe par les salariés bénéficiaires, qu'ils aient ou non finalement travaillé dans l'année. Ensuite, le deuxième critère, c'est le critère de répartition en fonction du temps de présence. Là, c'est une répartition, une règle de 3. Je prends le temps de présence du salarié, je le divise par le temps de présence total et la quote-part, ce qui va déterminer une enveloppe par salarié. Et la même chose est possible concernant le salaire. On prend le salaire de la personne divisé par le nombre de salariés bénéficiaires et leur rémunération, ce qui va donner donc la quote-part en matière d'intéressement répartie fonction donc, du salaire. On peut faire aussi un mix des critères, donc c'est assez souple, mais en même temps, il n'y en a que 3 au choix, donc la réflexion est assez rapide sur le sujet. Donc ces éléments, finalement, mis en œuvre, assez simples, puisqu'on peut vous assister, il y a des maquettes et critères qui sont assez simples aussi. J'ai des bénéficiaires, j'ai une enveloppe et j'ai une répartition. Ce sont les 3 éléments qu'il convient d'étudier et votre accord d'intéressement est terminé. On voit donc que la mise en place d'un accord d'intéressement peut être simple et peu onéreuse. Tout à fait. Ce qui est important, c'est la communication qui doit en être faite auprès des salariés, afin d'en rentrer véritablement dans ce schéma gagnant-gagnant. Le schéma que nous évoquions, et qui est tel qu'il va générer de la performance, et que cette performance générera un retour pécuniaire auprès des salariés. Alors nous allons maintenant passer aux réponses à toutes les questions que vous avez pu nous poser, mais préalablement, si vous le voulez bien, je vous invite à répondre en quelques secondes au sondage qui vous avait été proposé avant que, effectivement, nous ne passions
réponse à toutes ces questions. Merci et à tout de suite. Merci. Bien, nous voici de nouveau réunis pour cette phase de réponse à vos diverses questions. Véronique, je vais te solliciter pour répondre à une question posée par Patrice, c'est ça, qui nous remonte la question suivante. Vous faites systématiquement référence aux salariés dans votre présentation, aux salariés bénéficiaires, mais le chef d'entreprise que je suis peut-il aussi en bénéficier? Et moi alors? Et oui, oui, tu as raison et c'est une excellente question. Je fais référence aux salariés parce que historiquement, l'intéressement est un dispositif réservé aux salariés, comme d'ailleurs l'épargne salariale, son nom l'indique, hein, de façon générale. Mais depuis un certain nombre d'années, afin de développer l'intéressement et les dispositifs d'épargne salariale, il est possible pour le chef d'entreprise, qu'il soit d'ailleurs travailleur non salarié, mandataire social, quel que soit son statut, je dirais, de bénéficier de l'intéressement, alors à la condition toutefois que la taille de l'entreprise soit inférieure à 250 salariés et que l'accord d'intéressement le prévoit explicitement. Bon, il faut, si je veux compléter, aussi savoir que, s'il y a, des conjoints collaborateurs ou des conjoints associés, ils pourront bénéficier du dispositif, là encore, si l'accord le prévoit. Et dernier point sur le sujet, on parle de l'intéressement, mais le réceptacle en termes d'épargne et le plan d'épargne et là aussi, le chef d'entreprise ou les conjoints collaborateurs et conjoints associés peuvent en bénéficier dans les entreprises de moins de 250 salariés. Est-ce que Merci j'ai répondu à ta Véronique. question? Et j'ai le pendant ou un complément sur cette question, puisque on a bien intégré que le dirigeant pouvait en être bénéficiaire, et j'ai Victor qui rebondit dessus en demandant s'il est possible de favoriser, entre guillemets, un ou plusieurs dirigeants. Alors, non, ça va être compliqué, hein, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un dispositif collectif, donc l'objectif n'est pas effectivement de favoriser plus que ça une population et encore moins une personne puisqu'on est dans un dispositif, là encore, qui n'est pas là pour, être un dispositif individuel, mais bien un dispositif collectif. Merci Véronique. Élodie se manifeste également. Élodie revient sur les exemples que tu as mentionnés en parlant d'une prime de 1 000 € par bénéficiaire. Mais que pourrait-il se passer si mon exercice était très favorable? Est-ce que je suis contraint à rester dans le champ de ces 1 000 € contractuellement prévus alors même que j'ai eu des belles surprises et un bon rebond et mon accord d'intéressement a contribué à améliorer ma performance. Je crois discerner, en fait, est-ce que je pourrais donner plus que ces 1 000 €? C'est une bonne question, et la réponse est oui. On en parle souvent, peut-être pas assez, parce que, la loi a prévu la possibilité de verser ce que l'on nomme le supplément d'intéressement. Alors le supplément d'intéressement, c'est la possibilité qu'a le chef d'entreprise, après la clôture de l'exercice et sous réserve que l'accord d'intéressement dégage malgré tout une enveloppe. Donc là, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est du supplément, donc faut-il qu'il y ait de l'intéressement. Mais si la condition est remplie et que donc à la clôture de l'exercice, il est constaté la possibilité de dégager de l'intéressement, alors le dirigeant va pouvoir décider de verser, comme on le disait donc, un supplément d'intéressement qui va être matérialisé par un document qui s'appelle une décision, hein, de verser un supplément, qui d'ailleurs n'est pas à déposer auprès d'une instance, il est à conserver en cas de contrôle URSSAF, et qui va définir donc le montant de ce supplément qui juridiquement ne peut pas être supérieur, à l'intéressement compris, au plafond d'intéressement qui est 20% de la masse salariale en fait, hein. Concernant ensuite les modalités de répartition, eh bien, le supplément d'intéressement ne peut pas être réparti avant l'intéressement, hein, ça c'est clair. Et il doit être donc réparti soit concomitamment, soit après l'intéressement, et doit être versé avant la clôture d'exercice suivante. Voilà les grandes lignes donc du supplément d'intéressement. Concernant les répartitions que je n'ai pas données, donc d'abord c'est du supplément, donc les bénéficiaires du supplément sont les bénéficiaires de l'intéressement. Et par ailleurs, cela doit être donc versé, comme je disais, à la fin de la clôture de l'exercice.
Et je voulais vous dire quelque chose, je suis en train de me dire, je ne sais plus. Ben, on va passer à la question suivante, c'était à la marche. Merci, merci Ça va, Véronique, et je pense que tu as parfaitement répondu aux attentes ou aux interrogations d'Élodie. Alors, les questions se succèdent et se bousculent même, devrais-je dire. J'ai Eric. Eric s'interroge, et là j'ai hâte d'avoir ta réponse, tout comme Eric. hein. Comment au sein de mon entreprise je peux déterminer, donc je crois discerner des critères plutôt qualitatifs, qui puissent fédérer, pour certains plutôt des commerciaux, pour d'autres plutôt des gens dans les unités de production, et enfin de même des services administratifs, tout ce monde-là ayant bien évidemment des jobs qui sont différents dans leur quotidien. Tout à fait. Alors, bon, il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est une problématique, je dirais, de construction d'accords d'intéressement. On va pouvoir soit clairement définir ce qu'on appelle donc des unités de travail en droit, hein, avec, on va avoir les unités de travail, bon, ben, je vais les citer, hein, des commerciaux qui vont, par exemple, avoir un certain niveau de clients à atteindre, de nouveaux clients à atteindre ou de niveau de chiffre d'affaires à atteindre. On va avoir après ça, par exemple, on va dire les productifs, hein, qui sont sur les sites de production, qui vont avoir leurs propres objectifs, et puis on va avoir potentiellement les administratifs. Alors souvent, dans les administratifs, on a un peu tout le monde, mais ça ne veut pas dire que chaque salarié, bien évidemment, quelque part, est totalement concerné par l'objectif, mais on pourrait avoir des délais de recouvrement de facturation qui pourraient être abaissés, et ça pourrait être un objectif qui est assigné de façon globale, hein, aux services et à l'unité de travail des administratifs. Donc, à chaque unité de travail, on va mettre un objectif et on va mettre une enveloppe. Et ensuite, l'enveloppe sera redistribuée potentiellement aux salariés de l'unité de travail. Ça, c'est une première construction. On peut faire aussi une autre construction juridique, c'est qu'on va parler là simplement d'objectifs qui, indirectement, quand on parle tout à l'heure, je parlais donc du délai de recouvrement des factures, bien évidemment, ce n'est pas tellement quelque chose qui va être assigné aux personnes qui sont à la production, hein, on s'en doute. Donc, indirectement, l'objectif, quelque part, va parler aux personnes qui sont concernées. De la même façon, on parlait des taux de rebut tout à l'heure, et les taux de rebut, ça concerne les administratifs là aussi, excusez-moi, les personnes qui sont à la production. Et donc, même sans dire que effectivement, ce sont telle et telle personne, l'objectif induit les personnes concernées. Et quand on fait comme ça, donc sans dire qui exactement est dans l'unité, mais simplement en donnant des objectifs qui concernent des populations différentes, là, on va effectivement à chaque objectif assigner une enveloppe. Mais la différence par rapport à ce que je viens d'expliquer concernant les unités de travail, où on dit telle unité de travail a tel objectif, telle enveloppe, et s'ils ne réalisent pas l'objectif, ils n'ont pas d'intéressement. Quand on donne des objectifs sans définir d'unité de travail clairement derrière, on va faire la somme des enveloppes en fonction de la réalisation des objectifs qu'on va répartir à l'ensemble des salariés. Et là, donc, on va plutôt être dans un accord d'intéressement avec une globalisation concernant que finalement les activités des uns sont aussi induites dans leur performance par celles des autres. Donc, ce sont deux logiques, je dirais, de construction d'intéressement en la matière. Est-ce que ça te paraît clair? Merci Véronique, j'espère que ça le sera en tout cas pour Eric et pour nos auditeurs, et ça lui permettra de retenir l'une des deux options que tu viens d'évoquer. Et j'ai Christelle qui se manifeste pour rebondir et qui est un petit peu dans le même état d'esprit, non pas au sein d'une même société avec potentiellement des unités de travail comme tu l'évoquais, mais qui fait état d'une situation qu'on rencontre régulièrement. J'ai plusieurs sociétés, quelle que soit leur taille, un holding et une, deux, trois, et nos limites société d'exploitation. Comment je peux faire pour mettre ces dispositifs en place et fédérer pour que tout le monde ait le sentiment que on fait partie d'une même famille, si je puis dire? Alors, le législateur, effectivement, a pensé à cette situation, de plus en plus, hein, de sociétés qui sont en groupe et à minima, comme tu le disais, hein, la holding plus une ou deux filiales. Et donc, dans ce contexte-là, il est possible de faire ce qu'on appelle un accord d'intéressement de groupe. Et c'est à l'accord de définir quelles sont les sociétés qui vont être dans le périmètre de l'accord d'intéressement. Ce n'est pas parce qu'on a un groupe constitué, par exemple, au total de 5 sociétés, que dans le périmètre de l'accord, on devra impérativement avoir 5 sociétés dans le périmètre de l'accord d'intéressement de groupe. On pourra dire il n'y en a que 3.
pour des raisons variables et diverses que je n'évoquerai pas. Donc ça, c'est la question du périmètre. Ensuite, une fois qu'on a décidé de mettre en place un accord d'intéressement de groupe, il y a une nécessité réglementaire, c'est de dire, eh bien, effectivement, si on fait un accord de groupe, c'est pour mutualiser les performances. Donc là, l'objectif, c'est pas de dire telle société a tels objectifs pour ses salariés et telle autre a tel objectif et chacun récupère l'enveloppe qui correspond à sa performance. Là, c'est de trouver des objectifs communs qui vont permettre de dégager une enveloppe commune répartie entre l'ensemble des salariés du périmètre du groupe, de l'accord. Merci Véro, j'espère qu'effectivement ça répond aux aspirations et aux attentes de Christelle, un peu dans le même ordre d'idées, soit au sein d'une société, soit au sein d'un groupe de sociétés. Et en regardant et en regroupant un peu les questions, je pense que nous arrivons à la dernière qui a été posée principalement par Xavier. Xavier semble, dans le contexte actuel, envisager de revoir ses business plans assez régulièrement. On peut le comprendre hein, si je fais référence à ma fameuse carte météo du début de ce webinaire. M'engager sur 3 ans, quid des critères que j'ai mis en place et qui, au gré d'une pandémie, au gré d'une attaque sur l'Est de l'Europe, peut faire que mes critères deviennent totalement inexploitables, inutilisables, peut-être dans le cours de la vie de cet accord d'intéressement. Oui, effectivement. Fort heureusement, il est possible de modifier tant le niveau à atteindre des critères déjà définis que de modifier totalement les critères. Les 2 options sont possibles et ça, c'est possible dans chaque moitié de période de calcul. Donc si l'accord d'intéressement est calé sur des notions d'exercice, eh bien, ça devrait être fait dans les 6 premiers mois de l'exercice. Alors, quand je dis les 6 premiers mois, je pars du postulat que l'exercice est de 12 mois. Mais imaginons d'ailleurs un exercice qui est allongé, c'est dans la première moitié, ou raccourci d'ailleurs, c'est dans la première moitié de l'exercice concerné qu'il convient de faire un avenant, modifiant les critères de calcul. Donc, c'est très simple à mettre en œuvre et ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est souple. C'est sur des périmètres qui peuvent être variables, des unités de travail, l'ensemble, des groupes. Les chefs d'entreprise en bénéficient. Les enveloppes que j'ai déterminées, si effectivement j'estime que j'ai envie de faire mieux pour mes collaborateurs, je peux. Et en plus, au regard des critères que j'ai déterminés à l'origine de la mise en place de mon accord, en cours de vie, peuvent être modifiés. C'est vraiment un outil simple à la main du chef d'entreprise. C'est un très bon résumé. Merci à toi Véronique, merci à toutes et à tous pour votre présence. Je crois qu'il est temps maintenant de nous quitter en espérant avoir répondu à toutes vos interrogations, toutes vos attentes et en espérant plus encore pouvoir vous revoir sur un prochain webinaire d'ingénierie sociale. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous et merci pour ton invitation.